Il a été expulsé de Lettonie en 2004. On l'a simplement embarqué dans une camionnette et déposé à la frontière. Au revoir, à bientôt, prends soin de toi. Depuis ce moment-là, la pression sur les médias alternatifs, les médias russes, n'a fait qu'augmenter. Aujourd'hui, ils ferment la division russe de la radio lettonne, qui était pourtant un média entièrement pro-gouvernemental, financé par l'État. Mais leur seul péché était simplement de proposer du contenu en russe. Bonjour à tous, ici Pascal des études sur la neutralité, et aujourd'hui je parle à nouveau avec Roman Skleniks, un ancien journaliste letton à Riga, qui m'a récemment signalé qu'il y a une autre affaire très inquiétante en cours concernant une citoyenne de l'UE, une citoyenne lettonne, Tatjana Andriets, qui est persécutée et poursuivie pour des raisons très douteuses. En gros simplement parce qu'elle a un lien avec la Russie. Ce genre de situation se produit de plus en plus souvent au sein de l'Union européenne et nous souhaitons en discuter aujourd'hui. Roman, bienvenue à nouveau sur la chaîne. Bonjour, je suis ravi d'avoir de vos nouvelles. Puis-je commencer par un peu de contexte? Oui, s'il vous plaît, puisque vous m'avez informé que cette affaire est en cours. Pouvez-vous peut-être nous l'expliquer? Je voudrais commencer notre conversation par les mots de l'ancien ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis. Il est le leader du mouvement politique DiEM25. Il a déclaré que l'Europe est en train de devenir une union de guerre. Il parle de fascisme racial et d'un système totalitaire. Je voudrais également vous rappeler le discours de J.C.D. Renz à Munich. Nous avons aussi entendu Věra Jourová, ancienne vice-présidente de la Commission européenne, dire que dans certains pays, l'écart par rapport à la démocratie est choquant. Et en effet, l'Europe a apporté de nombreuses innovations à sa démocratie au cours des dernières années. Mais je ne suis pas d'accord avec Madame Jourová dans le sens où elle parle de déviation par rapport à la démocratie. J'ai bien peur qu'il soit trop tard pour parler de démocratie tout court. Nous sommes déjà confrontés à un système politique complètement différent. Je le crains. Par hasard, j'ai relu plusieurs chapitres de la politique d'Aristote la semaine dernière. Il y a ce livre, le 5e, où Aristote parle de la tyrannie. Aristote n'était pas le plus grand partisan de la démocratie, mais la tyrannie, selon lui, était le pire des systèmes. Bref, dans le livre 5, il y a une liste de conseils aux tyrans. Je sais que ta chaîne, Pascal, est suivie par des gens qui, par un heureux hasard, n'ont pas oublié comment lire des livres. J'encourage tout le monde à parcourir rapidement ce chapitre et à lire ces conseils. Les thèmes principaux sont écraser les rivaux potentiels, maintenir les gens distraits et dépendants, utiliser des espions et diviser la population, contrôler la vie publique, supprimer l'éducation et la liberté d'expression. Donc, tout ce qu'il faut pour discuter de ces sujets ici. Je peux vous garantir que pendant que vous le lisez, vous aurez l'impression que ces conseils d'Aristote sont aujourd'hui appliqués dans de nombreuses régions d'Europe. Si vous cherchez un manuel pour gouverner l'Europe actuelle, inutile de vous tourner vers ces livres ennuyeux et ridicules sur la démocratie. Ce qu'il vous faut, c'est un guide pour gouverner par la tyrannie. Comme je le dis, il y a actuellement deux formes de tyrannie en Europe. Le système des récits pour les citoyens et le consensus commun pour les élites. Et aucun de ces récits, aucun de ces consensus n'est issu d'un débat démocratique. Non, ils sont créés quelque part dans les réseaux de think tanks et d'institutions financières mondiales. Je crois que vous venez d'en parler dans la dernière vidéo que vous avez publiée sur votre chaîne. Oui. Passez le bonjour à Merz de BlackRock ou à Macron de Rothschild. Oui, je veux dire, nous avons ce problème énorme.
ceux qui crient le plus fort au sein de l'Union européenne qu'il faut protéger la démocratie sont, tous ensemble, en train d'essayer de faire basculer le peu de démocratie qu'il reste dans l'Union européenne. Et ils le font sur plusieurs fronts. Et je crois que tu as maintenant un nouveau front à nous présenter dans les États baltes, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Je pense que beaucoup de vos téléspectateurs ont entendu parler de la répression contre ceux qui ne sont pas d'accord avec les récits officiels, n'est-ce pas? Il y a seulement quelques jours, il y a eu de nouvelles arrestations d'activistes politiques au Royaume-Uni. J'ai mentionné Yanis Varoufakis au début, la semaine dernière encore. Il expliquait comment des militants de leur mouvement en Allemagne perdaient leur emploi à cause de leurs opinions politiques. Varoufakis a comparé cette situation aux années 1930. Et n'oublions pas que Varoufakis lui-même est interdit de parole en Allemagne. Il n'a même pas le droit de s'exprimer en ligne, car il y a un an, il a été interdit de participer à des événements publics en Allemagne qui soutenaient la Palestine. Mais je dois dire que, comparé aux pays baltes, la montée de ce qu'il appelle le totalitarisme en Europe occidentale ressemble à une promenade de santé. Ici, nous pouvons voir cette montée dans toute son extrême. Et nous vivons actuellement à une époque où un militant politique dans un pays européen risque, prenez une grande inspiration, jusqu'à la prison à vie. En réalité, il ne s'agit pas seulement de la Lettonie. Il existe des cas similaires dans l'Estonie voisine. La situation est, disons, un peu plus douce en Lituanie, mais il y a aussi quelques cas là-bas. Nous avons un journaliste arrêté en Estonie, mais en ce qui concerne la Lettonie, la situation semble vraiment grave et soulève de nombreuses questions. Ce printemps, par exemple, Jelena Krejla, elle est lettonne, a été condamnée à 3 ans de prison pour avoir placé un drapeau russe à la fenêtre de sa maison. Maintenant, il y a un procès contre 2 militants russes, Tatiana Andrietsa et Alexandre Jgun. Au départ, ils étaient tous deux accusés de violation des sanctions. Maintenant, les procureurs ont modifié les chefs d'accusation. Ils sont désormais accusés de participation à une organisation criminelle, laissez-moi vérifier, de justification de génocide, ainsi que de formation et de préparation à un conflit armé. Ce sont des accusations vraiment graves, non? On pourrait croire que ces personnes, Tatiana et Alexandre, sont en quelque sorte des terroristes, avec leurs propres entrepôts remplis d'armes ou de munitions. Ils auraient dû prévoir de détourner un avion ou de faire tomber la tour de télévision ou quelque chose comme ça. Mais je vais vous décevoir. Il n'y a rien de tel dans toute cette histoire. Tatiana est une étudiante de 23 ans. Elle est militante politique depuis le lycée. Et son crime, c'est d'avoir eu des liens avec d'autres militants qui ont créé une chaîne Telegram appelée les antifascistes des pays baltes. Depuis le lycée, Tatiana, comme je l'ai dit, était très engagée politiquement. Elle a rejoint l'un des partis russes, ici en Lettonie. Après le lycée, elle a commencé ses études à l'Université d'État de Saint-Pétersbourg. C'est facile d'y entrer. Et il nous suffit de préciser, vous savez, la population russophone de la Lettonie représente quoi? Environ 30 ou 40% du pays. Environ un tiers de la population. Environ un tiers de la population. Et il s'agit bien sûr de lettons russophones, qui, du fait de posséder un passeport letton, sont également citoyens de l'Union européenne, n'est-ce pas? Je veux dire, nous parlons d'une partie russophone de l'Union européenne. Oui, d'accord. Juste pour clarifier les choses, elle a réussi à intégrer une très bonne université en Russie, donc elle est partie à l'étranger pour y étudier. Peux-tu en dire plus à ce sujet? Oui. Donc, elle a commencé ses études là-bas
Et lorsqu'elle est revenue en Lettonie pour les vacances, elle a été arrêtée et poursuivie au pénal. Elle a déjà passé environ 8 mois en prison. Elle est libre pour le moment. D'ailleurs, quand cette affaire a commencé, elle n'avait que 22 ans. Et elle n'est pas sortie pour des raisons joyeuses, n'est-ce pas? Elle est sortie parce qu'elle a réellement besoin de soins médicaux. Traitement médical, d'accord. C'est une jeune fille charmante aux grands yeux bruns. Elle a actuellement de graves problèmes de santé. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle affirme qu'en prison, des méthodes de pression très particulières ont été utilisées contre elle. Par exemple, elle a reçu la visite de personnes masquées qui ne se sont pas identifiées. Elle la poussait à avouer ou à incriminer d'autres personnes. Elle la menaçait de rester très longtemps en prison si elle ne coopérait pas. Je sais que ces informations sont également transmises à certains défenseurs des droits de l'homme en Allemagne en ce moment. Mais, si cela est vrai, il semble que nous ayons un cas de type Guantanamo ici, dans les pays baltes, j'en ai bien peur. Pour être honnête, je pense que cela devrait servir de signal d'alarme à toute l'Europe, d'ailleurs. Il semble que nous soyons allés un peu trop loin avec toutes ces affaires. Vous devez nous expliquer, à nouveau, ce qui n'a pas eu lieu exactement. De quoi est-elle accusée à cause de ce groupe Telegram? Mais ce que vous dites, c'est que nous arrivons à un point où ce que nous avons vu en Ukraine, le genre d'incrimination et de criminalisation du journalisme en Ukraine, où des journalistes sont morts en prison, y compris un citoyen américain, Gonzalo Lira, qui est mort en prison, ces choses-là se produisent désormais au sein de l'Union européenne. Mais commençons peut-être par ceci. Pouvez-vous nous parler de ce groupe Telegram? Pourquoi a-t-elle été emprisonnée pendant 8 mois? Parce que ce groupe Telegram est considéré comme extrémiste ici en Lettonie. À propos de ce groupe, antifasciste des pays baltes, un petit peu. Je dois dire qu'il y a certaines questions concernant le contenu de cette chaîne, mais le fait est que d'abord, Tatiana n'était pas l'auteur des publications sur cette chaîne. Pendant qu'elle étudiait à Saint-Pétersbourg, elle avait son propre groupe sur Telegram. Elle avait créé une sorte de communauté pour les Lettons qui déménageaient en Russie, afin de les aider avec les démarches administratives et la bureaucratie. Et les personnes qui ont créé le groupe antifasciste faisaient aussi partie de ce groupe. Ils ont tous déménagé en Russie maintenant. Comme je l'ai dit, il y a certaines questions concernant le contenu de la chaîne des antifascistes. Ils utilisaient parfois un langage fort contre les nationalistes lettons. Il y a eu des tentatives de publication de certaines données personnelles de nationalistes. Oui, on pourrait débattre de ce qu'ils publiaient. Je ne soutiens pas cela. Mais comme je l'ai dit, Tania n'était pas l'auteur de ces publications. Son seul lien avec la chaîne, c'est qu'elle connaissait ces types et qu'ils étaient ensemble dans un autre groupe Telegram, n'est-ce pas? Ce groupe Telegram soutenait les ressortissants lettons qui déménageaient en Russie. Et en ce qui concerne le contenu des antifascistes des pays baltes, en gros, il n'y a rien que vous ne trouviez pas de l'autre côté. Sur certains réseaux sociaux des nationalistes lettons. Il y a même des exemples bien plus extrêmes. Et ils fonctionnent, ils produisent du contenu, et personne ne porte plainte contre eux. Je peux vous donner un exemple. Une chaîne sur X, anciennement Twitter, appelée les Chroniques de Vatastan. Je ne sais pas si d'autres y ont déjà pensé, mais ils répètent à 100% un récit concret de la propagande nazie. C'est ce qu'on appelle, pardonnez mon allemand, le récit de l'Untermensch. C'est exact. Cette idéologie nazie affirme que les Aryens sont au sommet et qu'il existe ensuite des niveaux inférieurs. Cela signifie ce genre d'idéologie horrible, nazie et raciste.
Cela signifie sous-humain. Le but était de déshumaniser les slaves, de les présenter comme agressifs, stupides, ignorants, des buveurs de vodka sale. Oui. Et ces chaînes fonctionnent encore aujourd'hui, sans que personne ne fasse rien. Je veux dire, ils s'en sortent sans problème. Pire encore, j'ai même essayé une fois de les signaler sur Facebook. Je ne m'attendais pas à ce que ça marche, mais je voulais juste faire une expérience. Tu vois? J'ai donc reçu la réponse suivante. Désolé, mon pote, c'est une expression d'opinion. Nous ne pouvons pas la bloquer simplement parce que tu ne l'aimes pas. Donc, la liberté d'expression reste la règle dans l'Union européenne. Ainsi, même des propos haineux comme ceux-ci sont encore protégés dans une certaine mesure, n'est-ce pas? C'est ce qui, du moins en théorie, devrait être le cas. Même s'ils sont haineux, ils restent protégés en tant que discours. Oui, c'est vrai. On peut constater qu'il existe des approches complètement différentes en matière de forme d'expression selon que l'on se trouve d'un côté ou de l'autre. Ce sont ce qu'on appelle des doubles standards, ou appelons-les ainsi. Je pense. Et dans le cas de Tatjana, elle est maintenant accusée de soutenir un groupe terroriste. Ou est-ce vraiment un groupe terroriste? Attendez une minute. Je peux dire exactement de quoi elle est accusée. Il s'agit de justification de génocide, de formation et de déploiement pour conflits armés. Oui, ce sont les articles sous lesquels elle est accusée selon le code pénal letton. Oui. Et donc, c'est de 10 ans de prison jusqu'à 25. Donc c'est une peine à perpétuité. Est-ce que quelqu'un en Lettonie a déjà été inculpé pour avoir justifié un génocide en défendant l'approche d'Israël à Gaza? Oh, non, je vais en dire plus. Nos décideurs nationaux très à droite, par exemple au Conseil de Riga, brandissent le drapeau israélien sur tous leurs réseaux sociaux. Ils pensent que les Israéliens font du bon travail. Nous avons donc actuellement un cas extrême où une personne qui n'est pas ouvertement anti-russe en Lettonie, un militant politique qui n'est pas anti-russe, est poursuivi selon des conditions très sévères et une interprétation très sélective de la loi. C'est donc l'un des exemples typiques, non pas de l'état de droit, mais de l'état par le droit, où des personnes politiquement influentes peuvent utiliser sélectivement les lois contre certains individus indésirables, tout en fermant complètement les yeux sur toutes les formes d'activité politique qu'elles soutiennent. Est-ce le premier cas de ce genre, ou le plus extrême, ou existe-t-il d'autres cas similaires en cours? Il existe des cas similaires. Je vous ai également parlé du cas de Madame Kreyla. Elle a été emprisonnée pour avoir mis un drapeau russe à la fenêtre de sa maison. Mais il y a aussi au moins, laissez-moi une seconde, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 cas maintenant en Lettonie au cours des dernières années. Par exemple, ces dernières années, plusieurs prisonniers politiques sont morts dans les prisons lettonnes. Parmi eux, Oleg Burak, un ancien lieutenant-colonel du ministère letton de l'Intérieur. Il a été condamné pour espionnage et a écopé de 15 ans de prison. Donc oui, nous avons plusieurs cas de ce genre. Je veux dire, ces affaires ne devraient pas passer. Je veux dire, il s'agit d'individus qui devraient être protégés dans le sens où ils ont non seulement un droit d'expression, mais aussi des droits politiques et sociaux. Et au final, elles devraient même pouvoir porter cette affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. Mais bien sûr, y parvenir est un processus très long. Et l'une des façons dont ces systèmes draconiens fonctionnent, c'est qu'ils font traîner les affaires pendant des années et des années, ce qui est très éprouvant mentalement. Et encore une fois, elle a déjà passé 8 mois en prison, n'est-ce pas?
sans avoir été finalement condamnée. Est-ce qu'elle a été condamnée pour un crime? Elle a déjà été condamnée? Oui? Pardon? Elle a déjà été condamnée. Ou ces 8 mois de prison étaient-ils simplement en attendant, vous voyez, en attendant la suite? Non. Elle n'a pas encore été condamnée. Le procès est en cours en ce moment. Le procès est en cours, mais elle a déjà passé 8 mois en prison. Oui. Et bien sûr, toute sa carrière universitaire, toutes ses études à Saint-Pétersbourg ont été interrompues. Et elle, bien sûr. Sa vie est détruite. Elle est maintenant. Comme je vous l'ai dit, elle a vraiment besoin d'un traitement sérieux. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais oui. Et cela se passe, bien sûr, sur le continent, qui se targue d'être un phare de la démocratie, n'est-ce pas? Et je suis désolé de le dire, mais j'ai en quelque sorte le sentiment que ce n'est pas une coïncidence si cela se produit dans les États baltes, où nous avons également, vous savez, le haut représentant de l'Union européenne, qui est estonien, et qui a déjà inculpé 3 citoyens de l'UMIE, 2 Allemands et un citoyen turc, mais résidant en Allemagne, avec des sanctions vraiment terribles. Les sanctions de l'UBBL, faisant partie du 17e paquet de sanctions, le plus récent, visant 3 personnes. 2 résidant en Russie, mais sont en réalité ressortissants de l'UBBL, et l'un réside dans l'UBBL. Et ces sanctions signifient maintenant que cette personne, en particulier le Turc M. Drog, ne peut plus rien acheter. Sa vie entière est détruite, et il ne peut se déplacer d'aucune manière, sous aucune forme. C'est absolument draconien. Et c'est Madame Kaja Kallas d'Estonie. Pouvez-vous peut-être parler de cela en général? Pourquoi les pays baltes semblent-ils être les plus extrêmes en ce moment? En réalité, nous constatons ici des parallèles très effrayants avec l'histoire. Commençons par l'Europe. Il existe un consensus parmi certains historiens selon lequel Hitler, je ne parle pas de l'artiste concret de Vienne, mais dans ce sens, j'évoque le Hitler collectif, a été créé à l'époque comme une arme pointée sur l'Union soviétique, et certains disent aussi contre l'Empire britannique. Alors que l'Union européenne est en train de se transformer en une union de guerre, comme l'appelle Yanis Varoufakis, il semble que l'histoire se répète. Il est très difficile de créer une union de guerre de manière démocratique. J'ai du mal à imaginer des gens se réunir et demander « Que va-t-on faire maintenant ?» Oh, envoyons nos enfants à la guerre, par exemple. Dépensons notre argent, non pas pour le développement, non pas pour l'éducation, mais achetons plus d'armes. Investissons-le dans des objectifs militaires. Je pense que cela ne fonctionnera pas, n'est-ce pas? Il faut radicaliser les sociétés pour que cela fonctionne. Et on ne peut atteindre cet objectif qu'en détruisant tout signe de pluralisme, en détruisant la liberté d'expression. C'est pourquoi nous voyons ces choses se produire en ce moment. Et à ce sujet, il existe un parallèle encore plus terrifiant dans l'histoire, où nous avons connu les formes les plus extrêmes de régimes totalitaires pendant la Seconde Guerre mondiale, les formes les plus extrêmes de l'Holocauste. Cela s'est produit en Europe de l'Est, dans les pays baltes. Timothy Snyder, dans son livre Terre Noire, en parle. Si en Allemagne, environ 60% de la population juive a été exterminée, dans les pays baltes, c'était environ 99,5%. Je crois que l'Estonie a été le premier territoire déclaré judenfrei. Et encore une fois, si l'on parle de la montée des tendances antidémocratiques et totalitaires en Europe, il semble que les cas les plus extrêmes se trouvent ici, dans les pays baltes. Et vous avez mentionné Kaja Kallas. Ce qui est intéressant chez elle, c'est qu'elle est la fille d'un ancien haut responsable du Parti communiste, n'est-ce pas? Il existe également des parallèles historiques dont parle Timothy Snyder. Par exemple, en Ukraine occidentale, pour trouver des collaborateurs avec le régime nazi,
On cherchait parmi les anciens membres du Parti communiste, car on savait que ces personnes feraient tout pour prouver leur loyauté envers le nouveau régime. Ce sont donc les tactiques que les nazis ont mises en œuvre dans l'ouest de l'Ukraine pendant la Seconde Guerre mondiale. Et nous savons que des choses terribles s'y sont produites. Je veux dire, la machine totalitaire y a fonctionné avec une puissance aussi grande et destructrice que nulle part ailleurs. Oui, et il semble que les mêmes forces soient de nouveau à l'œuvre. C'est absolument effrayant de voir que cela se produit, alors que ceux qui mettent cela en place se présentent bien sûr comme les plus grands défenseurs de la démocratie. Et bien sûr, cela rappelle fortement ce qui s'est passé en Ukraine. Le groupe qui se présente comme les défenseurs de la démocratie en Ukraine est celui qui tabasse des gens dans la rue, les traîne dans des fourgons pour les envoyer sur le front et qui soutient le plus fermement les assassinats de journalistes, d'écrivains, d'émeutiers, l'assassinat de la société pluraliste, aussi par le biais de lois, n'est-ce pas? En veillant à ce qu'il n'y ait plus de partis d'opposition possible, qu'il n'y ait plus de journalisme anti-establishment possible. Donc cela semble maintenant se répandre dans l'Union européenne. Et apparemment, cela commence dans les pays baltes, hein? Pascal, c'est en fait la question qui se pose actuellement dans notre sphère médiatique dans les pays baltes. Le problème, c'est qu'il n'y a plus aucune diversité ici. Lorsqu'il n'y a pas de médias d'opposition, on ne peut pas compter sur eux pour jouer le rôle de chien de garde du gouvernement ou de ses institutions. Quand on ouvre les médias grand public lettons pour s'informer sur l'affaire de Tania, tout ce qu'on voit, c'est la position du procureur. Avant même qu'il ne commence, je me souviens de ce qui, je crois, était décrit dans le livre Untold History of the United States. Il y a ce cas, avant le début de la guerre en Irak, en 2003, où une personne haut placée du Pentagone a dit à propos de la presse américaine de l'époque qu'elle avait une position tellement pro-guerre qu'on aurait dit qu'on voyait les épaulettes d'un général sur les épaules du rédacteur en chef du New York Times en lisant l'article, n'est-ce pas? C'est pareil avec notre presse. On peut voir les épaulettes du procureur entre les lignes de l'article quand on lit nos médias. Il n'y a même pas de tentative de se demander si telle ou telle personne représente réellement une menace pour notre État. Mais dites-moi, ces affaires contre Tatjana et d'autres, ne sont-elles pas extrêmement exaspérantes pour une grande partie des Lettons? N'est-ce pas quelque chose de très clivant? Comment le grand public, qu'il soit lettonophone ou russophone, réagit-il? Quel est l'impact de ces affaires? What's the impact of these cases? I'm afraid that the moods J'ai bien peur que l'ambiance actuellement créée dans notre sphère médiatique soit tellement anti-russe et pro-ukrainienne que la majorité de la société ici ne se soucie pas de cette affaire. Je parle de l'affaire de Tania. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire taire ceux qui essayent encore de s'exprimer. Il ne s'agit pas seulement de s'exprimer. Ce que je constate, par exemple, c'est ce cas en Autriche. Je vais parler à un Autrichien demain. C'est un universitaire. Et il se fait actuellement démolir et critiquer sur Twitter pour avoir tenté de bâtir des ponts avec la Russie. Construire des ponts est désormais considéré comme une activité subversive. Essayer d'humaniser la Russie et soutenir qu'il devrait y avoir un échange avec les Russes est maintenant perçu, du moins par certains idéologues au sein de l'Union européenne, comme un crime, comme quelque chose d'indécent. Êtes-vous témoin de phénomènes similaires dans les pays baltes? Je veux vous raconter une petite histoire à propos de cette affaire. Je ne veux pas vous mentir, mais cela s'est passé il y a peut-être une dizaine d'années.
Nous avions des élections générales ici à Riga et je travaillais alors dans une agence de presse. Un journaliste autrichien est venu, il couvrait les élections ici en Lettonie. Le soir des élections, nous recevions les premiers résultats et nous avons décidé de demander l'avis de ce journaliste autrichien en tant que personne pouvant apporter une perspective extérieure. Il a dit qu'une fois la majorité des votes comptés, nous lui avons demandé son opinion sur les élections. C'était des élections où le soi-disant parti russe a gagné. Il s'appelait le Centre de solidarité. En réalité, il y a plus de Lettons dans ce parti que de Russes. Mais malgré tout, tout le monde pensait que c'était le parti russe. Ils ont obtenu environ un tiers des voix. Et ce journaliste a été un peu surpris. Il lisait les commentaires dans nos médias et il a été étonné par cette vague négative qui a surgi après l'annonce des résultats. Du genre « Oh, les Russes arrivent, le Kremlin arrive, le Kremlin va diriger la Lettonie. » Et il a dit « Attendez les gars, ce sont des élections. Ces gens-là sont les gagnants. Et c'est comme ça que fonctionne la démocratie. » That's how democracy works. Aren't you going to steal the victory? Tu ne vas pas voler la victoire au parti qui vient de gagner les élections. Voilà ce qu'il a dit. Et nous avons publié son opinion. Je l'ai revu environ une demi-heure plus tard, et ses mains tremblaient. Il m'a dit, « Je viens de lire les commentaires. On me traite de communiste. On me traite d'espion du Kremlin. On me traite de poutiniste. » Et ainsi de suite. Ce que je lui ai dit à ce moment-là, c'est « Mec, calme-toi, c'est normal. C'est la Lettonie. » Mais maintenant, quand je repense à cette histoire, non, ce n'est pas normal. Nous avons construit ici une société minuscule, mais très agressive. Et c'est ça le problème. Une société petite, mais très agressive, lorsqu'il s'agit des relations avec la Russie, lorsqu'il s'agit de questions politiques. Le fait est que les pays baltes ont également joué un rôle central dans tout le processus de la dissolution de l'Union soviétique. Je veux dire, il y a eu cette ligne très célèbre de personnes se tenant la main à travers les 3 États baltes, ainsi qu'un souvenir de la répression par les forces centrales soviétiques. Sommes-nous en train d'assister à un moment où cette conscience balte d'avoir été importante dans la chute de l'Union soviétique refait surface, comme pour dire « nous devons être un rempart contre la Russie ». Ou bien, que se passe-t-il psychologiquement, selon vous? C'est un mythe assez stupide de croire que les pays baltes ont joué un grand rôle dans la destruction de l'Union soviétique. L'Union soviétique a été détruite de l'intérieur. Oui, mais il y avait des événements politiques importants en cours, n'est-ce pas? Ce n'était pas seulement cette ligne, c'était une ligne symbolique. Mais je crois qu'il y a eu des personnes tuées à Vilnius, non? Et à Riga aussi. Donc, il y a eu des manifestations de masse, puis des fusillades, et ensuite Gorbatchev a reculé au bord du gouffre. Donc, vous savez, il y a eu des événements politiques. Je veux dire, les pays baltes ont joué un rôle important à cet égard. Mais pensez-vous que cela ne fait maintenant que renforcer l'idée qu'il faut absolument être un rempart contre la Russie? Dans un certain sens, oui. Oui, et ça finit establissement le tissu social. Ast, Spater. Le problème, c'est que ces récits, accompagnés de Kaja Kallas, se sont maintenant également déplacés à Bruxelles, n'est-ce pas? Ce ne sont donc plus seulement les spécificités de nos propres politiques nationales qui sont devenues un récit pan-européen pour les politiques. Qu'attendez-vous? Est-ce que cela va s'améliorer? Je veux dire, qu'allons-nous voir ensuite de la part des pays baltes? J'ai quelques espoirs que... Je vois
D'accord, ce sont pour l'instant de petits groupes, mais les gens commencent de plus en plus à se poser des questions, n'est-ce pas? Que ce soit des Lettons ou des Russes, ils pensent tout de même que les choses vont vraiment mal ici. Je pense que dans les prochaines années, je l'espère du moins, nous connaîtrons des changements profonds, comme en Europe et aussi ici dans les pays baltes. Sinon, nous allons tout simplement faire faillite, car je ne crois pas que nous puissions construire une économie durable et créer un développement durable ici dans les pays baltes, sans rétablir les liens organiques avec la Russie. Nous ne pouvons pas changer notre géographie. C'est impossible. Non, vous ne pouvez pas. Mais l'ensemble de l'Union européenne est actuellement en train de se redéfinir comme fondamentalement anti-russe, n'est-ce pas? Elle se montre même plus hostile envers la Russie que les États-Unis eux-mêmes, qui souhaitent intervenir encore davantage dans la guerre en Ukraine. La question est, pourquoi faisons-nous cela? Nous venons d'entendre le ministre des Finances français déclarer publiquement qu'ils ont d'énormes problèmes financiers. Leur dette nationale représente environ 115% du PIB. Il a été question de réduire certains programmes sociaux. Merz envisageait également des modifications des programmes sociaux. Donc, la crise économique en Europe, une grande crise économique, est imminente. L'Europe n'est donc pas en état d'entrer en conflit ouvert avec la Russie. C'est du moins ce que je pense. Oui, mais ils y travaillent. Ils y travaillent. Ils avancent dans cette direction. Peux-tu peut-être aussi me dire, quelle est disons pour la Lettonie, quelle est la perception de la menace? Je veux dire, le fait est que la Lettonie, l'Estonie et la Lituanie font partie de l'OTAN, non? Ils ont le Graal, cette chose qui apparemment, si l'Ukraine en avait fait partie, elle aurait toujours été en sécurité, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils veulent. Je veux dire, les pays baltes sont dans ce sens en sécurité, non? Est-ce que tu ressens cela? Y a-t-il un discours en Lettonie du genre « Heureusement que nous sommes dans l'OTAN. Heureusement que nous sommes en sécurité. » Oui, oui, oui. Il existe ce récit, mais malgré cela, nos médias ne cessent d'alimenter l'idée que la Russie est une menace en soi et que tout ce dont rêve le Kremlin, c'est de conquérir les purs États baltes, n'est-ce pas? Ce récit est bel et bien vivant ici dans les pays baltes. Et est-ce que cela alimente aussi cette psychose, selon laquelle il faut poursuivre toutes les forces potentiellement pro-russes de l'intérieur? Donc cette idée de l'ennemi de l'intérieur, donc Tatiana faisant partie de cet ennemi de l'intérieur. Oui, oui. Donc la psychose progresse. Oui, et ce qui m'inquiète, c'est que si nous développons davantage ce concept d'union de guerre, nous verrons de plus en plus de cas comme celui-ci, non seulement ici dans les pays baltes, mais aussi dans toute l'Union européenne. Comme je l'ai dit, si vous voulez créer une union de guerre, vous ne pouvez pas la créer de manière démocratique. Donc il faut, encore une fois, ouvrez la politique d'Aristote et lisez ses conseils aux tyrans. Oui, mais c'est exactement ce que nous voyons. Je veux dire, nous voyons qu'en Allemagne, le plus grand parti d'opposition, qui, soit dit en passant, est anti-guerre, est en fait aussi un parti de droite. Mais ils sont contre les livraisons d'armes à Israël, parce qu'ils disent que nous ne devons pas soutenir ces atrocités au Moyen-Orient. Car si nous le faisons, nous aurons plus de migrants. Nous avons ce parti de droite qui est déjà considéré comme un cas potentiel pour une surveillance constitutionnelle. Je veux dire, les services secrets les surveillent maintenant comme un cas potentiel. Désolé, j'ai oublié le terme en anglais. Mais on parle, vous savez,
de la possibilité que l'Allemagne interdise ce parti. Germany talking of like banning that party potentially. We see how Marine Le Pen in France is. Nous voyons comment Marine Le Pen en France est présentée comme le même type de menace pour la démocratie. Je veux dire, nous voyons comment ce système s'engage encore plus sur la voie de la répression interne. Et tu as déjà mentionné tous ces cas aussi au Royaume-Uni. Bien sûr, la répression de la liberté d'expression et la désignation d'un groupe d'activistes pro-palestiniens comme terroristes. Alors qu'en même temps, le gouvernement britannique serre la main du nouveau chef d'Al-Nosra en Syrie. Je veux dire, nous vivons un moment étrange dans l'histoire européenne, encore plus étrange que d'habitude. Parce que toutes ces choses se sont déjà produites dans le passé, mais au moins, elles se passaient en coulisses. Et maintenant, elles se produisent au grand jour. Je peux vous parler, par exemple, de la façon dont, ici en Lettonie, nous avions autrefois des médias diversifiés. En réalité, aujourd'hui, tout cela a complètement disparu. Mais autrefois, Riga abritait, je pense que c'était l'un des plus grands journaux russes d'Europe. Et c'était vraiment un journal de grande qualité journalistique. Il y avait des médias lettons, plus nationalistes, moins centrés sur le nationalisme. Il y avait de grands journaux russes, également avec des opinions politiques différentes. Oui, et c'était vraiment du bon journalisme. Mais le rédacteur en chef de ce plus grand journal russe, Alexander Kazakov, a été expulsé de Lettonie en 2004. Il a simplement été emmené dans une camionnette et déposé à la frontière. Au revoir, à bientôt, prenez soin de vous. Depuis ce moment-là, la pression sur les médias alternatifs, les médias russes, n'a fait qu'augmenter. De nos jours, ils ferment la division russe de la radio lettonne, qui était entièrement pro-gouvernementale et financée par l'État. Mais leur seul péché était simplement de proposer du contenu en russe. Maintenant, ils la ferment. Toutes ces actions ne renforcent pas la confiance dans les médias. Les politiciens parlent beaucoup de la nécessité d'intégrer les Russes, mais est-ce que fermer le département russe des médias d'État va vraiment intégrer davantage de Russes dans notre société? Je ne le pense pas. Lorsque vous parlez d'intégrer les Russes, parlez-vous des russophones ou des Russes qui ne vivent pas en Lettonie? Les détenteurs de passeports lettons qui sont russes, n'est-ce pas? Par nationalité, des russophones, c'est bien ça? Oui, donc ils devraient connaître la langue lettonne, et ainsi de suite. En un sens, le système fait exactement le contraire de ce qu'une société saine ferait. Au lieu d'intégrer, il crée désormais des outils pour diviser ces sociétés selon des lignes linguistiques. Oui, mais comme je l'ai dit, je pense que cela fait partie de la politique de création d'une union de guerre. Nous avons déjà discuté de ces parallèles historiques. Ils sont malheureusement vraiment effrayants. Ils le sont, et je suis d'accord. Roman, pour les personnes qui souhaitent en savoir plus sur vous, où devraient-elles se rendre? Nous avons une chaîne Telegram en russe appelée Perspektiva, ou bien j'ai ma propre chaîne YouTube, Romance Sklenix. Vous pouvez m'y retrouver. D'accord. Je mettrai les deux liens dans la description ci-dessous. Roman Sklenix, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci de m'avoir invité.